Merci pour cette invitation que j'ai acceptée avec plaisir, mais avec une certaine appréhension, puisque je suis autant un peu spécialiste des questions de conservation des ressources naturelles vivantes, autant les questions d'hydrocarbures, et notamment en Algérie, pour moi, sont des thématiques assez lointaines. Donc il a fallu un exercice un peu compliqué pour moi pour essayer d'assembler les deux, d'autant plus que je n'avais évidemment pas les textes à l'avance, donc tout ça est en live et en improvisation complète. C'est ça qui fait le charme de l'affaire. Voilà, c'est ce qui fait le charme de l'affaire. Alors, je vais lancer donc quelques pistes de réflexion qui vont servir à introduire la discussion, comme il se doit, mais pas plus. En fait, il y a, dans un ouvrage assez récent, Ghassan Haleh fait un parallèle assez intéressant entre deux formes de logique capitaliste. Une forme officielle, une forme édulcorée, une forme juridiquement et légalement présentable, une position qui est de l'ordre du progrès, de l'ordre d'une marche civilisationnelle, quelque chose qui se rapporte à la modernité. Et puis un deuxième front, une deuxième, je dirais, face du capitalisme, qui, elle, est une face complètement informelle, conflictuelle, violente, en dehors du cadre juridique ou légal. Ce qu'on a vu aujourd'hui dans les deux présentations, c'est ces questions qui se posent aux dynamiques capitalistes quand elles se déploient ou quand elles se mettent en œuvre dans certains territoires. Alors, bizarrement, quand on regarde la question des hydrocarbures, elle a une approche, je dirais, ou une lecture qui est relativement critique, en tout cas aujourd'hui. On a tendance à vouloir l'appliquer à des contextes qui sont conflictuels, qui génèrent un certain nombre de tensions, alors que les ressources vivantes, et notamment la biodiversité, conservent encore à l'heure actuelle une dimension plutôt positive, plutôt bénéfique pour un ensemble d'acteurs ou un ensemble de choses dont on ne sait pas ce qu'ils sont, mais je vais y revenir. Donc une sorte d'antinomie entre des choses plutôt conflictuelles et des choses plutôt positives, mais on s'aperçoit que dans cette dichotomie ou dans cette double approche, finalement, historiquement, le pétrole ou les hydrocarbures ont pu être présentés comme quelque chose d'extrêmement positif, comme quelque chose qui était de l'ordre d'un progrès, et on peut voir aussi, mais c'est moins courant, que les logiques de gestion de la biodiversité sont, elles, génératrices de conflits et de tensions extrêmement violentes. Alors, comme ça a été noté, évidemment, nous ne parlons pas ici de ressources naturelles, ou si on parle de ressources naturelles, dans le sens où elles ne sont pas du tout naturelles, puisque ce sont, à partir du moment où ce sont des ressources, elles sont forcément transformées, travaillées, par une question sociale, une question politique, et donc que ce soit la biodiversité ou que ce soit les hydrocarbures, on est évidemment dans une ambivalence de cette question de la naturalité de la ressource. Donc je ne reviens pas là-dessus, mais ça me paraît être un élément important que les deux présentations mettent bien en avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'écologie pure dans les deux cas. Si j'arrive à faire un lien à travers cette espèce d'ambivalence des dynamiques capitalistes sur ces deux approches, à la fois de l'hydrocarbure et de la biodiversité, des ressources vivantes, on le fait à partir de différents éléments qui paraissent effectivement assez similaires. J'en repère deux ou trois que je voudrais vous présenter pour ouvrir la discussion et qui, à mon sens, ouvrent complètement sur cette question de la logique des communs qui se pose finalement quand on aborde ces questions des ressources naturelles. Le premier élément qui m'a intéressé, c'est cette question de l'enclavement. Enclavement qui a été mis en avant dans le cadre du Sahara. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'à la même période, un peu plus au sud, en Afrique,
Vous aviez également des logiques d'enclavement de la part des conservationnistes de la nature, hein, des conservationnistes qui s'intéressaient aux animaux, particulièrement aux animaux d'Afrique subsaharienne, dans le fait qu'ils essayaient de mettre en place au moment des indépendances des enclaves qui puissent perdurer au-delà du processus d'indépendantisation, exactement de la même manière, même si c'est dans des contextes extrêmement différents, exactement de la même manière que ce qui a été décrit sur le Sahara. Donc une tentative d'extériorisation d'une enclave qui aurait été finalement mise en place pour pouvoir continuer à être contrôlée par une entité extérieure, que ce soit un appareil militaro-industriel en France ou que ce soit des ONG qui, pour la plupart, ont été créées dans les années 60 justement pour répondre à cette injonction, enfin, à cette contrainte nouvelle qui consistait à avoir des États indépendants qui n'étaient pas forcément susceptibles de continuer les politiques telles qu'elles avaient été mises en place par les environnementalistes. Donc une logique d'enclavement qui finalement est une logique étatique, mais aussi d'autres acteurs, donc les frontières entre cette action de l'État et les actions d'acteurs privés ou d'ONG sont beaucoup plus poreuses, beaucoup plus problématiques que ce qu'on pourrait considérer de manière générale, et ça a aussi bien été mis en avant par les deux interventions. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer à quel point même les politiques les plus écologiques historiquement ont toujours été des politiques qui ont reproduit les schémas classiques de l'organisation étatique, des modes d'action étatiques tels qu'on a pu le voir dans d'autres domaines. C'est-à-dire que dans des positionnements qui, vis-à-vis de ces démarches capitalistes, s'opposaient frontalement à la mise en valeur et à l'exploitation des ressources pour prétendument protéger ces ressources, les logiques étaient des logiques qui étaient tout à fait similaires aux logiques sur lesquelles s'opposaient ces environnementalistes. Donc une logique d'enclave avec un contrôle extérieur qui finalement rapproche tout à fait, je dirais, l'histoire des hydrocarbures de l'histoire de la biodiversité. Biodiversité qui évidemment n'existait pas à l'époque, hein, puisque le terme est récent, mais je vais court là-dessus. Deuxième élément d'équivalence, à mon sens, c'est ce jeu d'échelle qui aussi a bien été montré dans les deux présentations, un jeu d'échelle, hein, puisqu'on n'est jamais, malgré ces tentatives d'enclavement, malgré cette focalisation qu'on peut avoir sur la ressource, hein, en tant qu'elle est une ressource qu'on va exploiter à un endroit, comme un puits de forage, ou que ce soit une espèce ou un ensemble d'espèces ou des écosystèmes qu'on veut protéger à un endroit, bien évidemment, on est là dans des contextes où l'ensemble des acteurs sont à la fois des acteurs locaux, des acteurs nationaux, des acteurs transnationaux, avec des logiques profondément ancrées dans la mondialisation ou la globalisation, et ceci de manière historique. Hein, moi j'avais entendu très rapidement cette histoire de la guerre d'Algérie remise dans son contexte d'hydrocarbures, mais évidemment on voit bien que nous sommes à cette période-là dans une logique transnationale extrêmement sophistiquée et surtout intégrée complètement par les acteurs qui la produisent, hein, qui utilisent cette dimension internationale, transnationale, mondiale, hein, à leur profit ou des fois à leurs dépens, mais qui en tout cas est tout à fait intériorisé. Et de la même manière, les politiques de conservation de la nature vivante sont aussi historiquement marquées par une très forte influence des milieux internationaux et plus tard transnationaux, à la fois parce que ça a été d'une part contrôlé par les administrations coloniales, des ONG qui ont été créées pendant ces périodes coloniales, et puis petit à petit une transnationalisation de ces différents acteurs. Donc un jeu d'échelle qui, à mon sens, est effectivement très similaire dans la logique dans les jeux qui sont opérés entre le lieu où s'opère l'extraction ou la protection de la ressource et les acteurs qui interviennent sur ces ressources. Donc troisième élément, et qui à mon sens
je dirais, explique un peu ces ressemblances et ces rencontres. Qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce que vous avez appelé donc cette rencontre entre le colonna du sol et le colonna du sous-sol, comme quelque chose où effectivement vous avez une confrontation entre deux logiques. Alors, ça a été un peu rapide, mais ce que j'en comprends, c'est finalement une logique humano-agricole, hein, à l'échelle du sol, opposée à une logique qui s'opère sur l'extraction des hydrocarbures d'un sous-sol. Hein, et c'est donc là la montée en puissance je dirais, d'une phase historique particulière de l'humanité qui bascule complètement son centre d'intérêt depuis le sol vers ses potentialités du sous-sol. Et c'est un processus qui est absolument majeur à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Je pèse mes mots. Je ne sais pas si vous avez lu récemment ce petit article de Jean-Baptiste Fressos dans Le Monde qui montre en quoi les effets de la mise en place du béton à l'échelle du XXe siècle et la bétonisation de la Chine à l'heure actuelle va peser de manière durable dans les décennies et le siècle qui vient. Donc on est dans un processus qui est historiquement marqué avec une ouverture sur ces ressources minérales qui est sans commune mesure à l'échelle de l'humanité et qui va s'arrêter de fait un jour ou l'autre. Et donc cet arrêt qui est encore en question, mais qui à mon sens est évident, il est en partie arrêté par ce qu'on pourrait appeler, le terme n'existe pas, mais le colonna du vivant, c'est-à-dire finalement un certain nombre d'acteurs qui se mettent à réfléchir, non plus en termes de ce nexus agricolo-humain, non plus en termes de nexus ressources minérales, mais quelque chose qui tout d'un coup englobe le vivant, et donc qui cherche à s'imposer par rapport à ces logiques concurrentes qui sont du sol ou du sous-sol. Donc pour finir, pour être un peu rapide, il me semble qu'au-delà des oppositions qu'on peut voir, des critiques qu'on peut faire au monde des ressources minérales, au monde des hydrocarbures, hein, avec une survalorisation à certaines périodes, puisque évidemment, j'imagine que le discours déployé en France, notamment, et peut-être après en Algérie, une fois indépendante, en termes de valorisation de ce pouvoir que pouvaient procurer les hydrocarbures, hein, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au plastique qu'on utilise aujourd'hui. Cette survalorisation, c'est bien aussi un jugement de valeur qu'on porte à ces hydrocarbures. Jugements de valeur qui sont en train de basculer avec des critiques de plus en plus acerbes, à la fois en termes de pollution environnementale, mais aussi des conséquences sociales que ces hydrocarbures et plus généralement les ressources minérales peuvent avoir sur les humains ou sur les êtres vivants. De la même manière, on pourrait imaginer que le vivant, donc, puisqu'il est survalorisé actuellement en tant que sanctuaire écologique, comme tu le disais, par rapport à une nouvelle rhétorique de la frontière en Amérique centrale, mais aussi dans certains cas extrêmement remise en question parce qu'il a des effets qui eux aussi sont des effets extrêmement, je dirais, négatifs sur les groupes sociaux. Je prendrai un seul exemple, il y en a des milliers. Il y a un article très important dans ce domaine d'un certain Neumann qui montre en quoi actuellement les parcs nationaux sont les seules zones, à part les zones de guerre, sont les seules zones dans lesquelles le droit du pays dans lequel sont ces parcs ne s'applique pas et pour lesquels ça ne pose absolument aucune question à qui que ce soit, sauf quelques huluberlus comme moi ou quelques autres. Mais on est donc dans un contexte où vous avez des enclaves, effectivement, dans lesquelles s'opèrent notamment des tueries à très grande échelle d'humains pour des questions de défense d'autres animaux ou de défense de plantes, etc. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mise en place d'un cadre légal qui existe pourtant dans les pays dans lesquels ça s'applique, et personne ne met ça en question. Donc on voit bien qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une logique qui est une logique de choix politique, hein, de définir qu'est-ce qui est le commun et qu'est-ce qui est tolérable pour nous qui jugeons ces ressources-là. Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que ce sont les sous-sols? Est-ce que c'est le vivant non humain? Mais dans tous les cas,
au-delà des positionnements, je dirais, idéologiques ou éthiques, on voit bien que, historiquement, l'ensemble de ces éléments-là ont des effets qui peuvent être certaines fois bénéfiques, mais dans d'autres fois extrêmement négatifs et très, très conflictuels. Et que donc, cette question de la construction du commun me semble absolument centrale et elle traverse tous ces champs. Elle n'est pas réservée à certains champs et dénuée d'autres champs. Et donc au final, la question du commun, elle est intéressante parce que justement, elle pose la question de la souveraineté qui a été évoquée dans les deux communications. Souveraineté, entre guillemets, du Sahara ou souveraineté de secteurs qui pourraient être transfrontaliers mais qui finalement sont contrariés par les souverainetés nationales. Et donc la question de la souveraineté au sens où on entend Agamben, c'est-à-dire quelque chose, un droit de vie ou de mort, non seulement sur les humains, mais aussi sur les êtres vivants. C'est-à-dire on est dans un contexte où aujourd'hui, le pétrole, le baril de pétrole, la grenouille ou le dendrobate qu'on a vu tout à l'heure, ou un humain X ou Y, peuvent être objets souverains au sens où ils peuvent déterminer le droit de vie ou de mort d'autres espèces humaines ou non. Et donc on voit bien que là on est dans un contexte qui est extrêmement, je dirais, tendu aujourd'hui, puisqu'on est dans un contexte dans lequel la souveraineté n'est plus une souveraineté qui s'adresse à la question humaine ou aux groupes sociaux, mais c'est une souveraineté trans-spécifique ou je dirais même trans-objet, puisqu'elle va jusqu'à un baril de pétrole ou une ressource naturelle quelconque. Voilà, je reste là, j'aurai des petites questions, mais je pense que ce n'est pas l'objet. Merci pour ces ouvertures. Brillamment réussi l'exercice de faire une discussion sur la base. C'est ça. Avant de passer aux questions, si vous avez envie de réagir à ces ouvertures, tous les deux. Moi, juste un complément, par rapport à ce que tu as dit au départ sur la question des lectures, donc forcément très critique sur tout ce qui concerne les hydrocarbures et puis très positive sur la biodiversité. C'est quelque chose que j'ai très rapidement évoqué dans ma présentation, mais sur le fait que la question de la conservation aujourd'hui de la biodiversité, en Amérique centrale comme ailleurs, elle pose justement, elle est beaucoup plus complexe que quelque chose d'uniquement positif. Et que justement on a des éléments de débat qui aujourd'hui se posent de manière importante. Par exemple sur la question, tu parlais de des populations locales, ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que il y a une imposition des aires protégées dont les périmètres ont été dessinés sans demander leur avis aux populations locales. On a des politiques qui sont finalement très centralisées et des populations locales avec qui, parfois, effectivement, ça pose problème, notamment des communautés indigènes dont les groupes se trouvent souvent sur les frontières et qui voient l'imposition de périmètres de conservation non pas comme justement un bénéfice et quelque chose de positif, mais comme une désappropriation en fait de leur territoire qui était leur territoire de vie, avec leurs activités traditionnelles, avec la taille du bois, avec l'agriculture de brûlis, etc. Donc là, ça pose effectivement des conflits à l'échelle locale. Puis il y a une question qui est très en débat aujourd'hui en Amérique centrale, mais ailleurs aussi certainement, c'est la question des barrages. Les barrages hydroélectriques qui sont posés comme, par exemple par le Costa Rica, comme une manière de faire de l'énergie propre. Alors là, on sort un peu des aires protégées, mais c'est des politiques, disons, d'énergie propre. Le Costa Rica fait pas mal de publicité sur le fait qu'il est, là, ces dernières années, à 95%, 100% d'énergie propre dans sa consommation d'électricité, sa consommation énergétique. Et la question des barrages, derrière, il y a quand même plein de questions sociales et environnementales qui se posent. Parce que c'est vrai que si on le regarde sur l'objectif énergétique, oui, c'est positif, on fait de l'énergie propre au lieu d'utiliser de l'énergie fossile, ok. Mais après, à côté, il y a quand même, on le sait, toute la problématique du déplacement des personnes, de tous les dommages environnementaux que ça peut occasionner dans des espaces où ça n'a pas été pensé, etc.
Donc voilà, c'est une question qui aujourd'hui peut être vue à la fois de façon très positive, mais aussi de manière très conflictuelle. Il y a beaucoup de conflits socio-environnementaux qui se développent en Amérique centrale sur ces questions-là. Il y a eu un certain nombre de personnes tuées parce qu'elles militaient contre un certain nombre de projets de barrages. C'était il y a 3 ans, l'assassinat de Berta Cáceres, dont on a pas mal parlé. Mais voilà, il y en a eu d'autres avant elle et après elle, hein, au Honduras, au Guatemala. Voilà, il fait pas très bon parfois être un militant contre ces projets. Et voilà, ça montre un peu les différentes facettes de ces questions environnementales. Voilà, c'était pour aller dans ce sens-là. Moi, sur la question des formes de capitalisme, je ne sais pas si on peut avoir 2 logiques de capitalisme. En tout cas, moi, ce qui me paraît, à l'observation historique et surtout contemporaine, je pense que le capitalisme est un caméléon. Mon idée, c'est qu'on peut le voir au moins sous 3 formes. Un capitalisme criminel, c'est le capitalisme, effectivement, qui travaille par des mécanismes de corruption, des mécanismes de coup d'État, des mécanismes de violences diverses et variées. Ça, c'est un type de capitalisme qui impose un certain nombre de logiques. On peut avoir un capitalisme clandestin, qui peut être le prolongement du capitalisme criminel, et qui serait celui, après avoir exploité les ressources naturelles, évidemment, entretenir la clientèle locale par des transferts et par l'acquisition de biens mal acquis. Par exemple, ça peut être les biens mal acquis qui se traduisent par l'acquisition de biens immobiliers ailleurs ou par des dépôts dans les paradis fiscaux. Et puis il y a le capitalisme légal et la question de savoir qui produit les règles, qui qualifie ce capitalisme de légal. Donc là aussi, dans les différentes arènes internationales, que ce soit l'Agence internationale de l'énergie ou d'autres agences internationales, il faut voir effectivement si ceux qui produisent ces rapports, ces règles sont effectivement les représentants de l'État, ou si parmi les représentants de l'État, notamment dans le cas de la composition des délégations, on ne trouve pas des représentants d'intérêts organisés qui eux-mêmes viennent déjà avec des recettes bien établies. Je pense en particulier au B20, le Business 20, qui travaille dans le cadre du G20, par exemple, et qui présente des recettes très élaborées et parfois même prépare des interventions pour des chefs. Donc ça permet de voir la collusion qui se construise régulièrement entre acteurs politiques, que ce soit acteurs ministériels, chefs de gouvernement et des représentants de ces. Donc il y a effectivement ces 3 versions. Tantôt le capitalisme est dans cette logique criminelle, il est dans la logique, et en tout cas dans le secteur des hydrocarbures, le capitalisme clandestin est incontestable. Le capitalisme clandestin est incontestable parce que quand on voit les révélations de ces dernières années, ces dernières années relatives aux paradis fiscaux, les grandes entreprises qui exploitent les hydrocarbures ont tous, évidemment, pour échapper précisément à la fiscalité des États. Ça, c'est un élément, à mon avis, dont il faut tenir compte pour la qualification justement du capitalisme. Pour ce qui concerne le sol et le sous-sol, les 2 colonna comme ça, c'est venu spontanément. Je disais pourquoi, mais finalement, ces colons qui sont propriétaires des terres, etc., et qui avaient une majorité écrasante à l'Assemblée algérienne. En fait, ils étaient en dispute justement avec toute cette nouvelle catégorie d'entrepreneurs, notamment qui étaient publics, privés à travers la SNREPA, la Société nationale de recherche et d'exploitation du pétrole en Algérie, avec la CFPA, la Compagnie française de pétrole d'Algérie et d'autres entreprises. En fait, l'idée du colonna du sous-sol, c'était aussi de dire avec le gouvernement d'Algérie, le gouverneur général d'Algérie, qui est ensuite devenu ministre-président, dire bon, il n'y a plus de terre à distribuer. C'est terminé. Nous avons tout pris, il n'y a rien. Par contre, il y a le sous-sol. Et le sous-sol, c'est quoi? C'est plus d'ingénieurs, plus de techniciens, etc., etc. Et pour pouvoir encore développer la démographie, en particulier la population coloniale, eh bien, on met en place un plan. C'est le plan de Constantine. Le plan de Constantine vient effectivement la sidérurgie,
les transports, les infrastructures, le BTP, etc., etc. Vous voyez, ça un des éléments. Et de l'autre côté, vous avez le plan de Constantine et vous avez le plan militaire. La ligne Maginot, etc., la ligne Maurice, pardon, qui va effectivement empêcher les terres. Et puis, vous avez un autre élément qui est très important, comment couper la relation entre le FLN à l'intérieur, parce que le ALN était à l'extérieur, comment couper le FLN vis-à-vis de la population. Eh bien, il faut mettre en place des centres qui regroupent les populations, ce qu'on appelle les cantonnements, et on regroupe toutes les personnes pour qu'ils aient plus de contacts. Et qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va mettre une politique sociale, une politique éducative. Il y a des politiques sociales coloniales qui ont très fortement joué pour éviter justement le contraire. Et on pensait à travers ça, justement, pérenniser, maintenir la présence féminine. Ensuite, bien sûr, cette critique du capitalisme que tu évoquais tout à l'heure et les conséquences parfois difficilement maîtrisables de la société industrielle, à court terme, mais surtout à long terme, elle a fait l'objet, bien sûr, on le sait, de critiques constantes, depuis Marcus de l'école de Francfort jusqu'à ces dernières années. Et je dirais que nous savons désormais aujourd'hui, grâce à des travaux de politistes sur ces questions-là, les 30 glorieuses ont été aussi les 30 odieuses. Et je dirais que les 30 glorieuses, elles étaient à l'époque glorieuses en France, elles étaient odieuses en Algérie, précisément à cause de ce... Grâce à ça. En ce qui concerne les biens communs, oui, effectivement, c'est une question qui se pose et qui continuera, à mon avis, à se poser, mais moi, j'ai des difficultés avec le commun. Voilà, j'ai des difficultés avec le commun. Ce n'est pas le commun qui m'intéresse, c'est la mise en commun. Le travail de mise en commun, et qui fait ce travail de mise en commun. Et là, effectivement, c'est peut-être le fait de dire que la mise en commun est difficile, probablement la manière dont il est nourri par un certain nombre de représentations, par un certain nombre d'expertises, etc., n'est pas porté par ceux qui veulent défendre le commun et qui sont à l'extérieur des lieux de décision, mais peut-être qu'il y a une redéfinition justement des enjeux du commun dans des cercles confinés ou dans des cercles fermés. Et donc, ils vident de leur substance les revendications de commun. Et donc, je dirais la mise en commun, telle qu'envisagée par ceux qui défendent justement la biodiversité, etc., se traduit au final par la mise en péril du commun. Précisément parce qu'il y a une différence entre les perceptions ou les revendications de ceux qui veulent défendre et la manière dont, à l'intérieur de ces sphères, d'autres acteurs s'approprient ces problématiques-là, les redéfinissent, les reformalisent et les accordent précisément avec leurs intérêts. Ces intérêts, évidemment, se traduisent à travers les idées qui vont structurer ces politiques-là. Voilà les questions qui semblent aujourd'hui préoccupantes. Merci. On va passer la parole à la salle. Donc, qui veut intervenir? J'aurais une question pour Lucie. Effectivement, est-ce qu'on a une forte opposition entre les groupes sociaux de population en termes de perception, de représentation, positive ou négative, de ces aires protégées, avec une analyse sur les contrastes entre des perceptions très négatives et des perceptions très positives dans d'autres organismes internationaux? Bon, ce qu'on peut voir en Amérique centrale, c'est que de plus en plus, de toute façon, on a les injonctions des bailleurs internationaux à la fois de la décentralisation, mais aussi la participation, donc, qui inclut la participation des groupes indigènes. Donc il y a une tendance à les associer aujourd'hui au projet d'aires protégées, mais beaucoup étaient déjà dessinés de toute façon. Donc c'est vrai qu'on a eu, comme je le disais, un certain nombre de conflits.
Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets de faire des plateformes de dialogue, donc dans lesquelles on va retrouver les différents acteurs. Bon, ces plateformes de dialogue, elles sont mises en place, par exemple, par l'UICN ou par la BID quand elle a un certain nombre de projets sur les frontières ou ailleurs. Ce que nous, on a vu à travers certains travaux, enfin certains de nos travaux sur les frontières, c'est que même dans ces plateformes, la participation, elle est quand même un peu confisquée et elle n'est pas très représentative de l'ensemble des groupes. Et qu'il y a de toute façon des groupes qui se retrouvent exclus et on ne sait pas trop pourquoi ils ne peuvent pas participer. Enfin, ou si, on imagine que s'ils ne participent pas, c'est ceux qui sont les plus contestataires, par exemple, dans le cadre de certains projets, l'Université du Costa Rica, qui est un acteur assez politiquement, c'est beaucoup plus qu'ici les universités, enfin politiquement engagés et positionnés sur ces questions-là. L'Université du Costa Rica, ils ont je sais pas, une structure, je sais pas comment appeler ça, qui s'appelle kioscos ambientales, les kiosques environnementaux, enfin c'est un de leurs organes, et cet organe, par exemple, il n'a pas pu participer à un certain nombre de plateformes, parce qu'il est jugé comme trop contestataire, parce qu'il vient faire du bruit, visiblement. Donc on associe finalement les gens qui participent gentiment, voilà, à l'échelle locale et ailleurs. Et avec les groupes indigènes, c'est un peu la même chose. Certains participent, d'autres participent pas. Il y a des positions qui sont différentes, hein, parce que certains acteurs, certains groupes vont y trouver, enfin, ou leur leader va y trouver de l'intérêt, ou voilà, ou peut-être ils vont être mieux associés à certains projets que d'autres aussi, hein, dans le détail, mais donc c'est sans doute assez variable, mais c'est vrai que ça a créé un certain nombre de problèmes, notamment dans les pays où les groupes indigènes ont reçu où la législation a évolué pour leur donner des territoires, des comarcas, des territoires un peu autonomes, avec des gestions un petit peu autonomes, voilà, qui se recoupent parfois avec les aires protégées. Juste parce que vous avez montré dans les organigrammes que les États n'étaient pas du tout impliqués dans les gestions des parcs, un peu quand même. Impliqués en tout cas. Et je voulais vous demander si en fait dans la vie politique en Amérique centrale du coup, enfin lors des grands moments tels que les élections, des choses comme ça, est-ce que le côté environnemental est mis en avant par les candidats ou est-ce que c'est vraiment juste une image qui est donnée à l'international et où en fait, parce que je sais qu'à l'international, on voit plein de reportages sur le Costa Rica, par exemple, qui apparaît comme le pays qui joue à fond l'image du pays vert, du tourisme vert, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est une image qui se donne à l'international ou est-ce que aussi à l'intérieur, c'est quelque chose qui compte pour se faire une place et pour se faire élire? Non, je pense que ça compte dans l'image que les États veulent se donner, effectivement. Maintenant, après, j'ai pas l'impression, dans les dernières élections qui ont eu, que j'ai pu suivre, que c'était un des éléments du débat des élections. Il y a vraiment des problèmes qui sont beaucoup plus, à la fois, j'allais dire, importants peut-être, et clivants, et sur lesquels les campagnes électorales vont se focaliser. Notamment, vous avez vu depuis la semaine dernière la caravane hondurienne qui est à la frontière du Guatemala. Bon, ben voilà, on est dans des problématiques de pauvreté, d'émigration, qui mobilisent beaucoup plus les gens que la question de l'environnement. C'est dans leur quotidien qui les touche vraiment dans leur qualité de vie. Et puis, par exemple, au Costa Rica, l'année dernière, je disais que, voilà, qui est le pays effectivement le plus calme en Amérique centrale et où le jeu démocratique se fait sans doute le mieux. Aux dernières élections, là, il y a quelques mois, il y a eu deux candidats qui s'appelaient tous les deux Alvarado, ils avaient tous les deux le même nom de famille. Et donc, le candidat qui est finalement passé, qui est un candidat, disons, libéral mais assez modéré, hein, on va dire centre, voilà, plutôt avec des idées quand même assez des politiques sociales qu'il essaie de faire passer. Et contre lui, il y avait un autre Alvarado qui est un pasteur évangéliste
qui défendait, et la campagne électorale s'est crispée là-dessus, qui défendait une vision de la société beaucoup plus traditionnaliste. Et un des éléments de la campagne électorale, ça a été la question de l'avortement et de la place de la femme dans la société. Il y a eu beaucoup de manifestations. J'ai plusieurs amis qui sont allés manifester dans les rues de San José ailleurs. Enfin, et voilà le type aujourd'hui de problèmes. Les problèmes de corruption. Au Guatemala, actuellement, il y a plein de manifestations qui demandent la démission du président. Donc, il y a des problèmes qui mobilisent beaucoup plus l'attention pendant les campagnes électorales. Pauvreté, corruption, vision de la société, plutôt que les questions environnementales, honnêtement. Oui, je voulais faire 3 commentaires. Le premier, c'est, je te remercie beaucoup, Mohamed, pour l'excellente présentation sur le rôle des hydrocarbures dans l'analyse du conflit en Algérie. Je crois que c'est une analyse très très intéressante, d'autant plus que alors qu'en général, les spécialistes sur la malédiction des ressources naturelles ont analysé la plupart des pays, en Amérique latine, en Afrique, etc., mais ont très peu analysé le cas de l'Algérie, en particulier lors de la guerre d'Algérie. Et je pense que il est vraiment très intéressant, et ton livre très attendu, sur cette lecture de la malédiction des ressources naturelles et de ces différents phénomènes qui se sont présentés, en fait, bien plus précocement lors de la guerre d'Algérie et pas tellement lors des lectures récentes des conflits au Congo, etc., associés ou non aux ressources naturelles. Le deuxième commentaire, c'était dirigé à Lucie, c'était, il me semble que c'est en général dans la discussion sur la protection des aires, avec ou sans espèces, sans écosystème endémique, etc. Il me semble qu'il y a un élément très important, c'est la question des reliefs. Les cartes que tu as présentées sont des cartes sans qu'on sache le relief. On ne peut pas comprendre ni la question des frontières, ni la question de la situation des aires protégées sans comprendre la question des reliefs. Si on était dans un modèle multi-agent, on était, nous, des ressources rares ou des communautés qui essayaient d'échapper à l'emprise d'autres, soit des esclaves marrons du temps de la société esclavagiste en Martinique ou en Haïti ou en Colombie, donc soit des ressources rares, soit des populations humaines qui cherchent à s'échapper de l'étreinte que veulent exercer d'autres acteurs sur ces ressources ou sur ces personnes. On chercherait à s'isoler dans des zones soit éloignées des capitales, soit qui peuvent être soit dans les pointes des cours d'eau, l'amont des cours d'eau, soit en montagne, dans des zones. C'est-à-dire, le relief explique beaucoup de la fixation des frontières et de la situation de ces ressources. Par exemple, au Brésil, la frontière du soja s'arrête là où les tracteurs ne peuvent plus et les combines ne peuvent plus avancer. Et là, les lobbies du soja sont d'accord pour créer des aires très protégées. Par contre, le relief ne protège pas contre d'autres cultures ou d'autres avancées comme le café ou, par exemple, l'avancée du front minier dans certains pays. Mais au moins, c'est une protection, le fait d'être dans des reliefs prononcés. Donc, la question des reliefs est quelque chose d'important. Oui, je suis une mauvaise géographe de ne pas avoir mis. Mais au niveau des frontières centra-américaines, enfin, comme ailleurs, hein, c'est vrai que les divisions frontalières, parce qu'on est dans un espace qui est très fragmenté à la fois politiquement et physiquement, par la cordillère, par différents types de versants, etc. Les frontières, elles s'expliquent par l'établissement des premières conquêtes et premiers noyaux humains, et finalement les limites entre les provinces de la vice-royauté du Mexique, elles se sont faites sur les espaces qui étaient un peu dans l'entre-deux, les espaces les moins peuplés. Alors c'est pas forcément toujours, comme on pourrait le penser, les montagnes, parce que
Au Guatemala, la population, elle vit dans les montagnes, justement, le corps du peuplement, il est dans les montagnes. Au Costa Rica aussi. Ça s'est fait par rapport aux premiers éléments de peuplement et puis aux espaces qui ont été où des groupes indigènes plus rebelles se sont réfugiés, voilà, et des zones de refuge. Alors ça peut être des montagnes, ça peut être effectivement des marécages, un lac un peu je pense au lac du Nicaragua, mais un peu reculé. Donc voilà, on ne peut pas dire que le relief explique toute la géographie des frontières en Amérique centrale. C'est plus par rapport aux différentes voies de conquête et voilà. Mais c'est vrai que si on regarde les aires protégées, la géographie des aires protégées en Amérique centrale, c'est vrai que pour la plupart, bon pas toutes, mais un certain nombre sont sur des massifs montagneux. Je dis pour la cordillère de Talamanca, c'est entre le Costa Rica et le Panama. Bon, il y a un certain nombre de cordillères volcaniques et c'est là où les forêts ont été aussi le plus préservées. Donc, je pense que c'est avec la carte de la géographie de la carte des aires protégées que là, on verrait la plus grande coïncidence finalement, plus qu'avec les frontières en général. Et je voudrais faire un dernier commentaire sur votre intervention concernant l'opposition entre le vivant et les hydrocarbures. Il me semble qu'il faudrait regarder de plus près, mais ce que nous on a appris avec Jérôme Magrin pendant nos enquêtes sur le pétrole, c'est qu'il n'y a pas plus vivant que le pétrole tant qu'il est sous terre, non le pétrole brut, c'est-à-dire tant qu'il est matière sous terre. Le pétrole est une matière extrêmement vivante qu'on doit tuer à l'aide de biocides, donc c'est là au moment de sa sortie de terre et avant d'être transporté dans les tankers, etc., que la matière vivante est tuée à l'aide de biocides, ce qui explique les effets différentiels de catastrophes, par exemple avec des tankers où le pétrole est, entre guillemets, transformé en matière morte, par rapport à, par exemple, des catastrophes comme celle qu'il y a eu avec Blue Water Horizon, issu du pétrole directement issu du sous-sol qui a émergé et qui s'est étendu dans la mer. Donc les impacts environnementaux sont complètement différents dans les deux cas. Et c'est principalement les biocides contenus dans le pétrole qui sont l'origine des impacts environnementaux les plus importants. Le pétrole, en fait, c'est bio, comme tu le disais. Peut-être pas encore certifié, mais... Je vais réagir peut-être sur la malédiction des ressources. Moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à son commentaire, c'est qu'effectivement, je crois que si on veut comprendre dans les enjeux relatifs aux hydrocarbures, bon, il y a beaucoup de travaux, et je suis assez d'accord avec toi là-dessus. La thèse de la malédiction est une thèse qui nous conduit à l'ignorance. Pas plus que ça. Parce que d'abord, elle ne rend pas justice à une autre thèse qui a dominé pendant les années 70, la thèse de la bénédiction. La thèse d'une sociologue allemande. Le soleil d'Allah brille sur l'Orient, sur le Moyen-Orient. Elle a montré effectivement. Ça, c'était. Je pense que ces deux thèses font l'économie des questions de politique. C'est bien de parler de bénédiction ou malédiction, mais cette question de malédiction, bénédiction, il y a des catégories de la théologie évite justement de poser la question des enjeux, et des rapports politiques, des enjeux politiques, des gagnants et des perdants, qui est la question fondamentale en sciences politiques, des questions dérangeantes. Et donc, pour revenir justement à ça, il faut peut-être repartir, ou en tout cas s'appuyer sur les travaux de politistes américains, démocratie carbone. Ça permet effectivement de comprendre pourquoi effectivement la difficulté de la démocratisation de ces régimes, ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Ça a vrai strictement parce que des catégories sociales n'ont pas pu émerger, revendiquant des libertés consécutivement à une mise en valeur sur place. Et donc, le fait de mettre des politiques d'exportation, et non pas une politique d'industrialisation sur place, permet de faire l'économie de l'émergence de catégories sociales, de l'émergence d'institutions comme les syndicats, comme les partis politiques, visant à construire des compromis et des modes de régulation, etc., etc. Évacuer cela, ça permet d'installer
et de pérenniser des monarchies ou des régimes autoritaires. Ça, c'est, à mon avis, c'est le point le plus important, et ça permet de comprendre la manière dont justement ces grands groupes, je crois par exemple Total, ne comprendra absolument strictement rien à la politique pétrolière du Gabon si on n'intègre pas Total. Bon, les affaires de ces dernières années l'ont montré, et le conseiller du ministère des hydrocarbures et de l'industrie est peuplé justement de conseillers qui sont pris en charge par Total. Moi, ce qui m'intéresse dans la question des hydrocarbures, très honnêtement, c'est le constat sur les effets catastrophiques, néfastes de la pétrochimie. Voilà, ça m'amène, je veux revenir, je travaille sur les questions environnementales, sur le plastique, sur la pollution de l'air, sur l'industrie automobile, etc., etc. Et donc, ces enjeux contemporains sont liés, si on les isole comme ça, la pollution de l'air en soi, ou le plastique en soi, etc., eh bien, on me comprend. Donc, je suis d'accord, profondément d'accord, avec les historiens qui plaident aujourd'hui pour l'histoire globale. Voilà. On ne peut pas déconnecter. Il n'y a pas une histoire de France strictement française. L'histoire de la France est une histoire globale qui s'inscrit à des échelles multiples et qui implique plusieurs mondes et non pas un seul monde qui serait le monde métropolitain. J'ai encore en mémoire le schéma que tu nous as montré avec la forte imbrication entre les industries du pétrole et les groupes financiers. En fait. Il y a un schéma où il y a une espèce de constellation avec des flèches multiples. Alors, je trouve ce schéma très intéressant parce qu'il rend un peu vain, disons, la quête d'une qualification différenciée du capitalisme. C'est bien malin celui qui dirait tiens, là, on a un capitalisme clandestin, mais là, on a un capitalisme, je ne sais pas comment vous l'appelez, présentable, disons. Sauf qu'on voit bien que l'intrication complexe de ces différentes entités risque de disqualifier même cet effort. Hein. Donc, je trouve intéressant à la fois l'effort de chercher des logiques différentes, mais on voit bien qu'il y a une dynamique d'ensemble. Je pense à la lecture de David Harvey qui nous aide quand même à conceptualiser le capitalisme comme une globalité, même si on peut voir des logiques, évidemment, ici clandestines, là présentables. C'est la même firme Total qui agit en Birmanie et qui en même temps de l'autre côté. Donc voilà, je trouve que ça demande à peut-être réfléchir un peu plus en profondeur sur cette qualification qu'on entend faire des logiques du capitalisme. Parce que c'est vrai que c'est un peu tout ça qui m'en rend de discussion. C'est d'autant plus intéressant parce que ça permet effectivement de partir des problèmes auxquels sont confrontés les acteurs. Ce n'est pas à nous de dire quels sont les problèmes, mais constater les problèmes auxquels sont confrontés les acteurs et comment les acteurs vont agencer des idées, des intérêts, des moyens et en même temps mettre en place des dispositifs de coordination, d'arrangements négociés et comment à travers ces arrangements ils cherchent à qualifier les intérêts ou les bénéfices ou les dividendes à la fois comme dividendes individuels et comme dividendes collectifs. Donc ouais, c'est ce système-là qui me semble intéressant et surtout de le voir comment il va être démultiplié par la suite dans les arènes de négociation. Par exemple, pour le cas de l'Algérie, en 62 dans les accords d'Évian, en 63 à Paris, ensuite à 65 à Alger et ensuite à 71 à Paris également et à Alger, lorsque on ne peut plus coopérer et que l'Algérie veut nationaliser. Là, effectivement, le dernier moment, c'est que les acteurs confrontés à des problèmes ne trouvent plus la possibilité d'agencer leurs intérêts et leurs idées, et c'est la tension, et donc la seule décision possible, c'était les nationalisations, avec des conséquences, bien sûr, de réactions qui sont assez dures pour ceux qui gouvernaient à l'époque à Alger. Mais c'était leur choix, tant pis pour eux, ou tant mieux pour eux. Sur cette qualification du capitalisme, effectivement, il ne s'agit pas de s'enfermer dans des typologies. Par contre, le fait de se dire de constater, c'est à la fois une hypothèse et une observation, c'est une hypothèse, c'est des séries d'observations qui permettent des hypothèses, c'est-à-dire de constater que selon les contextes ou les rapports de production des capitalistes sont plus ou moins effectivement brutaux, sauvages ou un peu polissés, plus ou moins visibles, plus ou moins cachés, etc. Ça permet après d'avoir, d'une part, de constater ça, s'il y a des questions,
Et après, de se poser la question de savoir à quoi ça renvoie et de constater qu'effectivement, une même entreprise va être dans des façons de faire qui sont extrêmement différentes en fonction des contextes. Et donc, se poser la question des contextes sur la façon dont les entreprises fonctionnent. Et je pense qu'il n'y a d'ailleurs pas suffisamment de travaux de recherche qui sont faits spécifiquement sur ce type de comparatif, c'est-à-dire la même entreprise dans des contextes différents et sa pratique en quelque sorte. Parce que bon, c'est moi qui passe la parole. Qui est-ce qui a des questions? Du coup, j'aimerais rebondir avec les perspectives qu'on a aussi dans la suite du programme POST. Est-ce qu'on pourrait formuler du coup un angle d'attaque pour analyser les politiques d'exploitation des ressources en tant que créatrices de risques ou de catastrophes à venir? Oui, il me semble que d'abord, des risques au sens où ils sont à la fois perçus par ceux qui se considèrent comme des acteurs qui vont être impliqués, par exemple les entreprises. Bon, les risques pour ces entreprises, c'est quoi? Ce sont des risques divers et variés. Donc, ça peut être, bien sûr, le risque financier, le risque politique, réformer le code de commerce, réformer le code douanier, réformer le code pétrolier, réformer le code du commerce, etc. Bon, si vous voulez, comme vous le savez, chaque année, le monde publie un cahier spécial et organise des voyages pour les zones qui sont moins risquées, et on a aussi sur le site du ministère des Affaires étrangères. Puis il y a évidemment les risques qui sont évoqués par d'autres, qui pour eux, ce ne sont pas ces risques-là. C'est le fait qu'il y a un rapport à la nature qui conduit à la dépréciation, à la dévalorisation de la nature. En particulier, les rapports de ces ressources à l'espèce humaine, le rapport de ces ressources à l'espèce naturelle, à l'espace végétal, etc., etc., et au sous-sol. Donc ça, c'est un autre type, c'est tout ce qu'on peut appeler les catastrophes qui se génèrent. Ça aussi, c'est un autre type de risque. Et plus récemment, j'ai appris qu'il y a des zones en dehors des hydrocarbures classiques, gaz et pétrole, il y a des zones extrêmement riches, paraît-il, en termes de gaz de schiste. Et certains hauts responsables ont considéré qu'ils avaient de l'expérience de l'exploitation des ressources naturelles, le sous-sol. Et donc, il n'y a pas de bonne raison de craindre le pire, parce que précisément, ils oublient tout simplement que les produits utilisés pour l'exploitation des gaz de schiste sont dramatiques pour le sous-sol, en particulier ces zones-là qui sont des zones extrêmement importantes en termes de nappe phréatique. Donc les risques, bien sûr, sont très importants. Et il y a pour les États aussi un risque qui est celui, le risque, j'allais dire, presque financier, s'il y a une surproduction, il y a une sous-production, s'ils empruntent sur le marché pour lancer une économie des hydrocarbures, et que ce n'est pas rentable, ça crée un endettement, et cet endettement peut priver les États, ou en tout cas empêcher les États de prendre en charge d'autres types de politiques publiques, etc. etc. Donc, ces risques, à mon avis, peuvent être analysés autour des luttes que se livrent les différents groupes pour savoir quel est le mode d'exploitation des ressources et quel usage va être fait des ressources en termes de moyens financiers pour pouvoir faire face à d'autres types de problèmes. Et donc, certains risques peuvent être surmontés. Le risque juridique, le risque fiscal, le risque commercial. Une nouvelle majorité se constitue, elle défait ce qui a été fait dans les pays d'Afrique en s'intéressant à l'évasion fiscale par les grandes entreprises, qui à un moment donné, une majorité arrive, verrouille complètement, et une nouvelle majorité arrive, avec le nouveau président, elle défait tout ce qui a été fait et permet aux entreprises de revenir et de faire de nouveaux usages des pratiques d'évasion fiscale. Voilà. C'est l'instabilité, justement, l'instabilité des normes, l'instabilité des règles, la garantie du rapport aux règles qui fait que parfois les risques peuvent être énormes. Et puis voilà, la fragilité ou le caractère de ce qu'on appelle le droit mou en ce qui concerne l'environnement. Ce sont des chartes, ce sont des recommandations, ce sont des codes, etc., que nul ne peut invoquer pour ester devant les cours internationales
ces grands pollueurs que sont les multinationales du pétrole, en ce qui me concerne. L'instabilité des règles, ça renvoie à un type de risque ou d'incertitude, parce que c'est pas probabilisable, mais c'est une incertitude normative, c'est-à-dire l'incertitude sur les règles du jeu. Oui, l'incertitude sur les règles du jeu. Très fortement jeu. ressentie par les populations locales qui voient arriver un projet extractif, quel qu'il soit. Il y a une autre type d'incertitude, c'est l'incertitude morale, qui est autour du degré de confiance qu'on peut avoir face à des acteurs extérieurs. Et l'incertitude de nourrir un espoir de démocratisation, parce que les grandes entreprises ont plus confiance dans des régimes autoritaires qu'en des régimes démocratiques. Parce qu'arriver une nouvelle majorité peut être élue sur la base sur une base légitime, puisqu'elle semble faire une offre politique qui correspond aux attentes. Et donc, dès lors qu'elle correspond aux attentes, il lui faut des moyens, elle prendra d'autres politiques en matière d'hydrocarbures, etc., etc. Donc, ces régimes, ces grands groupes, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas les groupes pétroliers d'un côté ou les groupes gaziers d'un côté et les politiques étrangères, c'est ensemble. Et donc, ce que l'on voit, par exemple, au Moyen-Orient, ce qu'on voit pas si en Algérie, même si en Algérie, ce n'est pas aussi flagrant, mais dans les réseaux informels, c'est ce qui se passe. Voilà. Quand on voit les liens qui se tissent entre le ministère de l'Industrie et de l'Énergie et les grandes entreprises américaines ou le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, les échanges entre l'ambassadeur des États-Unis à Alger et le gouvernement algérien, on peut retracer parfaitement la configuration des intérêts au sens où je l'ai présenté tout à l'heure, banquiers, pétroliers, gaziers, etc. Pas d'autres questions, on va terminer sur cette conclusion optimiste. On pourrait nous à Lucine, puisqu'il y a un beau volcan là derrière. Est-ce que les éruptions, les séismes, enfin les catastrophes dites naturelles, dans le contexte des aires protégées et des jeux d'acteurs, sont considérées comme faisant partie de l'équilibre du système, de ces aires protégées, de cette biodiversité, ou sont perçues comme une menace? Bon, moi, je ne suis pas spécialiste du fonctionnement des aires protégées, je l'ai dit au départ, je ne suis pas spécialiste de l'environnement et moi je l'aborde comme un des thèmes de coopération transfrontalière. Maintenant, en Amérique centrale, c'est la question de ces manifestations violentes de la nature, que ce soit séisme, volcanisme, ouragan, donc il y a les risques climatiques aussi, c'est plutôt perçu en termes de risques pour les populations, parce qu'on a quand même des dommages qui sont très importants et des décès aussi souvent très importants, donc plutôt en termes de risques face aux destructions, etc., plutôt qu'en termes de, de positif, d'un certain contexte naturel, etc. Actuellement, ce qui mobilise beaucoup les projets dans le cadre d'un certain nombre d'aires protégées, mais beaucoup, mais surtout les zones protégées littorales, c'est la question du changement climatique, parce que l'Amérique centrale est apparemment une des régions les plus touchées par la submersion marine et un certain nombre de manifestations climatiques liées à ces changements sur un temps moyen ou long. Et donc, actuellement, c'est surtout la grosse préoccupation, question du changement climatique, et beaucoup de projets vont dans ce sens-là.